Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Débat agricole. Le manioc constitue l'une des principales cultures identifiées par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon dans le plan stratégique de développement agricole. Jusqu'à récemment, cette culture est utilisée en période de pénurie de céréales, une spéculation qui prend de plus en plus de l'ampleur. Le manioc, cette tubercule, est très utilisé sous plusieurs formes dans l'alimentation que dans l'industrie pharmaceutique. Filière manioc au Bénin, état des lieux dans la production et perspective. C'est le thème à débattre avec nos invités sur le plateau du débat agricole. À ma droite, nous avons le docteur Toko Mwaka, spécialiste en protection des plantes, en service à l'Institut international d'agriculture tropicale IITA Bénin. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, nous avons l'agroéconomiste Ulrich Taillon-Lavinon. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Docteur Toko, quand on parle du manioc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pendant des années, du temps de la colonisation de plusieurs pays d'Afrique, le manioc était considéré comme une culture de cases, qui ne servait pas à grand chose, sinon aller récolter quelques boutures, quelques tubercules pour pouvoir couvrir les après-midi. Mais depuis une vingtaine d'années, bientôt 30, le manioc est devenu une culture principale dans beaucoup de pays d'Afrique, en Afrique au sud du Sahara, et plus dans le nord, il n'y a pas de manioc. Une culture principale dans ce sens qu'elle est non seulement consommée, mais elle est également commercialisée dans beaucoup de pays. Le Congo était le premier producteur dans le temps. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui a pris le devant sur le Congo. Ulrich Taillon, et quand on parle du manioc, qu'est-ce que vous retenez? Le manioc est vu ou est perçu comme une plante qui pourra permettre à tout un chacun de nous de mieux se porter alimentairement parlant. Et pour exemple, c'est que c'est une plante, lorsque vous la en matière de sécheresse, en sécheresse, elle végète. Et puis, peu de temps après, lorsqu'il y a pluie, ça reprend encore de plus belle. Donc, non seulement sur le plan productif, elle a un pouvoir énorme de production. Au niveau, en matière d'adaptation au changement climatique également, c'est une plante aussi qui est vraiment très attendue sur le plan agricole pour aider les habitants à aller mieux sur le plan de la sécurité alimentaire. Quelles sont les différentes variétés qu'on peut avoir au niveau du manioc? Bon. Il y a des dizaines, hein. Il y en a plusieurs. Tout dépend du pays dans lequel on se trouve. Quand on se trouve au Bénin, vous avez des variétés que vous cultivez. Si je suis au Nigeria, ce n'est peut-être pas les mêmes variétés que vous avez ici au Bénin. Au Congo, c'est tout à fait différent. Donc il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés, mais puisque nous sommes au Bénin, il y a les séries TMS 375, 35, 572, je crois. Ça, c'est le terme technique. Ça, c'est le terme technique. Ok. Et quand on parle de variétés, en connaissez-vous d'autres sur le plan national? Oui, j'irai dans le même sens que le docteur en disant que au Bénin, nous avons les variétés RB, les variétés Ben. Et il faut reconnaître aussi que ces variétés-là ont des spécificités. Et selon ces spécificités, nous avons certaines variétés qui sont propices pour en extraire l'amidon. Il y a d'autres qui sont très bien pour la transformation du manioc en farine panifiable. Donc selon les usages, nous avons différents types de variétés. Mais principalement, et ce que nous remarquons sur le terrain, vous allez voir
les variétés RBI Ben. Voilà. C'est ce que je peux répondre à votre merci. Mais selon les investigations, les chiffres du ministère de l'Agriculture, la production à l'État en 2011 était de 17 tonnes. Quelle est actuellement, parce que c'était en 2011, aujourd'hui, quelle est la production à l'État? Bon, la production à l'hectare, en qualité de citoyen, je dirais, et d'homme averti sur les questions de manioc, les chiffres varient selon qui on est, parce que lorsque vous allez sur le terrain, les agriculteurs vous diront que nous tournons généralement autour de 10 à 20 tonnes maximum, et cela s'explique pour plusieurs raisons. Mais au niveau de la recherche, il y a la recherche qui est allée, il y a un certain nombre de travaux qui ont été effectués qui permettent d'avoir jusqu'à 40 tonnes l'hectare. Donc c'est ce que nous pouvons, c'est ce que je peux dire par rapport au rendement actuellement. Okay. Ça c'est par expérience. Ok, merci. Voilà. Et docteur Toko, à l'hectare, quel est le rendement qu'on peut avoir en matière de production de manioc? À ma connaissance, comme vient de dire mon collègue en face, la même variété peut avoir plusieurs rendements selon le milieu dans lequel vous l'avez planté et comment vous l'avez planté. De quoi dépend alors les rendements? Ça dépend du type de sol sur lequel vous plantez. Les maniocs aiment aussi le sol. Si c'est un sol qui est, comment on appelle, dans les bas-fonds, vous risquez de produire des tubercules qui sont pourris si ça dure au-delà de 12 mois ou 15 mois. Donc tout dépend du type de sol, tout dépend de la variété. Et même sur la variété, quelle partie de la variété vous plantez. Ce n'est pas n'importe quelle variété de la bouture. Sur la bouture, ce n'est pas n'importe quelle partie que vous prenez pour planter. Si vous prenez la base, vous aurez moins de rendement que si vous prenez les milieux. Si vous prenez les sommets, vous aurez moins de rendement que si vous prenez les milieux. Voilà ce qu'on connaît principalement. De quoi dépendent les performances en matière de production du manioc? Est-ce que, à part ce que le docteur Toko vient de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'entretien qui entre en ligne de compte? Oh, bien sûr, il y a l'entretien qui intervient, évidemment. Lorsque vous mettez votre manioc en champ, et un mois et demi après vous laissez encore les herbes dedans, c'est clair que à la fin de la production, vous devez avoir moins de 50% de la production à espérer. Parce que, et ça, beaucoup d'agriculteurs dans nos différentes campagnes, je dirais en griffe qu'ils l'ignorent parce que compte tenu des coûts liés à l'entretien de leur champ, ils préfèrent laisser les herbes pousser un peu plus longtemps avant de faire généralement les premiers saclages et autres là. Et ça, c'est très important, l'entretien du champ de manioc. Maintenant, en dehors de ça, il y a le respect des itinéraires techniques, comme le docteur l'a dit tout à l'heure. Si vous ne respectez pas les itinéraires techniques qu'il faut, les itinéraires techniques adéquats pour la production, évidemment, vous n'aurez pas un meilleur rendement. Donc voilà autant d'aspects qui font que nous avons, selon la région ou selon celui qui a sa production, les rendements qui oscillent, qui varient. Ok. Est-ce que dans la sous-région aujourd'hui, est-ce qu'il y a des recherches qui ont évolué en matière de production à l'hectare? Bon, j'ai connaissance à travers le PPAO qui a fait un focus sur le manioc au Ghana, principalement au Crop Research Institute. Ils ont développé un certain nombre de variétés là-bas, notamment une variété qu'on appelle Oturia, Banshee et si j'ai bonne mémoire, Banki, je crois. Ils ont donné des noms locaux plutôt à ces variétés-là. Ça donne des rendements qui varient entre 40 voire 70 tonnes l'hectare. Ça, c'est au Ghana. Donc, ils sont passés même à l'étape de la vulgarisation et ça va bon train là-bas. Donc, je crois que dans la sous-région, voilà un travail qui est fait là-bas.
Maintenant, je crois qu'au Bénin, c'est possible de faire appel à un accord au sein du PPAO pour que ces variétés soient peut-être expérimentées ici. Et là, on verra si le rendement serait au rendez-vous. Parce que n'oublions pas que ce n'est pas parce que ça a marché là-bas avec ces 50-70 tonnes que forcément ça doit également donner ceci. Mais toujours est-il qu'on peut l'essayer pour voir les conditions qu'il faut et voir ce que ça va donner. Ok, je retourne vers le docteur Toko pour la même question, pour en savoir les variétés. Est-ce que dans la sous-région, est-ce qu'il y a des variétés qui ont plus de rendement que ce que nous avons aujourd'hui ici? Certainement. Il y a des variétés qui ont plus de rendement dans les sous-régions. Je peux citer, comme vient de le dire, lui a parlé du Ghana, moi je vais parler du Nigeria. C'est le Nigeria qui est devenu le premier producteur. S'il est devenu premier producteur, non pas seulement en augmentant les surfaces comme le fait l'ancien président Obasanjo, mais également parce que le président Obasanjo utilise les variétés à haut rendement qu'il a pris de l'Institut international d'agriculture tropicale à Ibadan, le siège de l'ITA. Mais je sais que ça peut aller de 40 à 70 tonnes, comme le collègue en face vient de le dire. Et docteur Mouaka, comment peut-on obtenir de nouvelles variétés? Comment ça se passe au niveau de la recherche? Au niveau de la recherche, il y avait durant très longtemps 7 ans pour produire une nouvelle variété. Ça allait des graines de manioc qui poussaient dans un jardin, parce que nous devons utiliser le langage commun, qui poussent dans un jardin. Et ce qui sort du jardin, on sélectionne les meilleurs de ceux qui sortent dans le jardin. Ils passent par plusieurs étapes avant de les essayer dans les sous-régions et avant qu'on puisse les vulgariser au niveau du paysan. C'est le processus pour avoir... C'est le processus. Avant, ça prenait 7 ans. Maintenant, la recherche a progressé. Ça fait 4 ou 5 ans. Merci, docteur. Nous allons marquer une courte pause pour suivre un élément sur les attaques liées à la production du manioc. Et nous revenons en plateau. L'ITA, en collaboration avec l'Institut national de recherche agricole, tous ensemble, ils ont mis au point quelques variétés qui sont appréciées. Dans le sud du Bénin, nous avons 2 variétés propices pour nous. L'ARB. L'ARB, c'est une variété à pétiole blanche avec les feuilles blanches, dont le manioc aussi est tout à fait blanc. Les tubercules sont blancs. La seconde variété, c'est la benne. La benne, c'est à pétiole rouge, dont les tubercules ont la peau rouge, qui contient assez d'amidon. Quand ils font leur essai, là, ils ramènent ça ici, nous on fait l'acclimatation durant 1 an sur le site. Quand nous faisons ces boutures-là, il y a les suivis rapprochés, et les suivis qui quittent directement la direction pour la commune dont nous abritons cette île-là. 12 mois après, les gens viendront certifier. C'est après cette certification maintenant de ces boutures-là, maintenant là, on donne maintenant, quitus maintenant, de quoi ça va les vendre. Le rendement est variable. Pour les variétés locales, c'est 12 à 15 tonnes à l'hectare, alors que les variétés améliorées, sélectionnées, c'est près de 12 à 40 tonnes à l'hectare. Parmi ces pays qui ont des rendements élevés, nous pouvons citer en Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est le Nigeria, avec une production de 57 millions de tonnes. Pour qu'il y ait un bon rendement, d'abord à la plantation, il faut pouvoir remplacer quelques jours après les boutures qui sont desséchées et faire le saclage de façon périodique. Quand vous tuez le premier jour, 3 semaines, vous saclez. Vous saclez, vous laissez ça encore. 1 mois et demi,
2 mois, vous saclez ça encore. Quand il y a assez de pluie là, ça pousse rapidement. Quand il n'y a pas assez de pluie là, on fractionne ça là, jusqu'à sacler au moins 6 fois. Quand les tirs viennent de la recherche là, il n'y a pas à trouver maladie là-dessus. Si son terrain est infecté dans son champ là, il peut avoir les mouches blanches, les mosaïques et consorts. Les acariens verts du manioc restent colonisent le dessous des feuilles, surtout les jeunes feuilles. Et c'est d'ici qu'ils opèrent leurs dégâts. Et en suçant le contenu des cellules, lorsque les cellules sont vidées, au lieu que ces cellules-là soient vertes sur la face supérieure, vous voyez, ça devient jaunâtre. Et ici, c'est la présence de la mosaïque africaine du manioc. Vous voyez, ça se voit. Les feuilles se recroquevillent. Et c'est dû à un virus qui provient de la mouche Bemisia tabaci. La saison prochaine, lorsque vous prenez du matériel au niveau de ces plants attaqués par la mosaïque africaine, vous allez voir que dès jeune âge, les symptômes là vont apparaître sur les tout premières feuilles. L'Institut international d'agriculture tropicale préconise surtout la lutte biologique classique. Donc l'utilisation de pesticides n'est pas de notre, de notre usage. Hein. Donc par exemple, si nous prenons la cochenille farineuse du manioc, on utilise un ennemi naturel qui a pour Anergerus lopezi, qui pond dans ses œufs dans les œufs de la cochenille farineuse, et les œufs parasités vont donner l'ennemi naturel qui est l'ami du producteur, puisque au fait ça détruit le ravageur. Et de l'autre côté, pour l'acarien vert du manioc, il y a Trichodomalus haripo qui a fait ses preuves au Bénin, dans la sous-région et en Afrique de l'Est. Le bêta-carotène est une substance nutritive très appréciée et pour lutter contre les maux d'yeux, la malnutrition chez les enfants et les personnes âgées. Donc l'ITA surtout a travaillé dans ce domaine en faisant le croisement de différents parents pour obtenir ces variétés-là à chair jaune. Notre objectif pour ces temps-ci et pour le futur, c'est de pouvoir promouvoir ces variétés à chair jaune. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà de retour sur le plateau avec nos invités. Docteur Toko Mwaka, vous venez de suivre un reportage. Dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport à ce reportage que vous venez de suivre? La plupart de ce qui a été dit est correct. Je voudrais cependant corriger un élément qui parle de que toutes les variétés améliorées ne sont pas attaquées. Non. Une variété améliorée ne veut pas dire qu'elle est immune. Une variété améliorée peut être attaquée, mais à un degré moindre. Donc ça, nous devons retenir. Puisque nous avons tendance à croire que quand la variété est améliorée, qu'il y aura 100% d'immunité, il n'y a pas d'attaque. Il peut être attaqué. Le Bénin n'était pas autant attaqué par ces ravageurs que les pays de l'Afrique de l'Est, comme l'Ouganda, comme la Tanzanie, et des pays de l'Afrique centrale comme les deux Congos, RDC et le Congo-Brazzaville. Donc, c'est parti des deux pays. On ne sait pas exactement d'où, mais c'est venu dans les deux Congos. Et c'est de là que les ravageurs pour la cochenille farineuse, c'est en Afrique centrale. Tandis que pour l'acarien vert, ça a commencé par l'Afrique de l'Est, en Ouganda. C'est de là que ça s'est répandu dans le reste de l'Afrique. Tandis que pour la cochenille, comme je venais de le dire, c'est parti du Congo, ça s'est répandu dans le reste de l'Afrique. Merci, Dr. Toko. Et Ulrich Lavinon, et vos réactions par rapport à ce reportage que vous venez de suivre? Je vais davantage rebondir sur
l'aspect de l'entretien des champs pour avoir un meilleur rendement. On a vu le multiplicateur de boutures de manioc en parler tout à l'heure. Il est important de choisir des matériels sains, des boutures saines pour la mise en terre. Donc d'abord, il faut mieux travailler le sol pour qu'il soit aéré. Donc là, ça permet aux racines d'aller beaucoup plus en profondeur, de mieux se développer. Donc en dehors de ça, lorsque la bouture, vous vous rassurez qu'elle est saine et vous la mettez en terre, alors il faut maintenant passer à la phase de l'entretien, de faire régulièrement des saclages. Il a dit au bout de 3 semaines faire un saclage et quelques semaines après aussi aller faire des saclages. Maintenant, il faut veiller aussi à faire régulièrement je dirais un tour d'horizon. Il faut aller régulièrement dans le champ pour voir si on ne sait jamais si les plants sont attaqués. Là, si vous remarquez ça, vous pouvez déjà tout de suite sortir le plant malade là de votre plantation pour qu'elle ne puisse contaminer d'autres. En Afrique, particulièrement au Bénin, nous avons un défi à relever. Et je crois que ce défi-là, c'est beaucoup plus au niveau de la préparation des sols. Parce que lorsque nous avons 10 hectares de plantation de manioc à faire, le labour du sol va se faire encore à la main. Et là, le coût est plus élevé parce que la main se fait de plus en plus rare. Alors qu'avec la machine, ça va un peu plus vite. Et autres là. Donc je crois que nos dirigeants doivent beaucoup plus penser à cela, aider les agriculteurs. S'il faudra mettre au sein d'une commune un certain nombre de tracteurs, que les agriculteurs viendront louer, trouver une meilleure politique pour leur permettre d'avoir accès à ces engins, ça va être vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il faut que les paysans fassent pour que le rendement aussi soit bon? Soit bon plutôt. Les paysans doivent faire attention au type de sol. Je l'ai dit au début, nous avons tendance à croire que le manioc peut pousser n'importe où. Il y a des types de sols qui répondent au manioc. Nous avons des documents qu'ils peuvent consulter, mais il y a également la partie de la bouture. Puisqu'on cultive, on plante les boutures, on coupe. Il y a une bouture de 1 mètre ou de 2 mètres qu'on coupe en morceaux. C'est le choix de la bouture. Si vous choisissez une bouture qui vient de la partie supérieure, le rendement sera moindre. Si vous choisissez une bouture qui vient de la partie supérieure du sommet de la bouture, ça sera également, le rendement ne sera pas bon. Le rendement qui est, pour avoir un bon rendement, il est recommandé qu'on choisisse des boutures qu'on coupe de la base de la tige que vous avez coupée sur le manioc. Et puis j'ajouterai à ce que mon collègue vient de dire, quand vous faites la sélection, le choix de la bouture, évitez d'aller choisir une bouture qui est déjà attaquée. Puis ça va reproduire la maladie dans les champs, dans les nouveaux champs que vous plantez. Donc il faut des boutures saines. Il faut des boutures saines, nécessairement. Est-ce qu'aujourd'hui, les paysans ont assez boutures sélectionnées? Je pense, au sein du ministère de l'Agriculture, il y a INRAB. Il y a le ministère même de l'Agriculture. Je crois qu'il y a des services dans les cadres, je ne sais pas si c'est cadres toujours, dans les cadres qui ont accès, qui travaillent avec la recherche pour qu'ils aient accès. Ils peuvent avoir accès à des variétés améliorées pour accroître leur rendement. Merci. Louis Vladimir, pour toi, est-ce que les paysans ont accès aux boutures sélectionnées améliorées? Lors d'une sortie dans la vallée de Lemay, plus précisément à Famay, on a remarqué que
il y a beaucoup de paysans qui ont du manioc en champ, qui ne connaissaient même pas le type de variété qu'ils ont en champ et qui n'avaient même pas connaissance de l'existence des boutures améliorées. Alors, il y en a qui ne savent pas. Bon, on a rencontré à hauteur d'Adjoum d'autres qui ont connaissance de l'existence des boutures améliorées, mais pour eux c'est inconcevable qu'ils puissent sortir de l'argent pour acheter des boutures améliorées de manioc. Donc il y a un travail à faire, un travail de vulgarisation à faire. Encore, il faut redoubler d'ardeur au travail pour leur montrer l'intérêt d'acheter ces boutures de manioc améliorées, bien sûr. Ok, bien sûr. Et en quoi la culture du manioc est-elle rentable? La culture de manioc est rentable pour plusieurs raisons. Parce que non seulement au niveau de l'entretien, elle est exigeante, mais très peu exigeante par rapport à d'autres cultures. Et en dehors de ça, vous n'avez pas besoin d'être là tout le temps pour, en cas de sécheresse, c'est que elle végète et c'est quand il n'y a plus, elle s'adapte au changement climatique. Mais l'aspect qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir les différentes chaînes de valeur qui peuvent découler de la transformation de cette culture-là. L'installation des usines de transformation, des unités de transformation va davantage booster la production et plus la demande elle est sans cesse croissante. Donc voilà autant de choses qui font que le manioc, qu'on le veuille ou pas, il est vraiment rentable. Docteur Toko, le manioc est-il rentable pour vous si on va en parler en matière de chaîne de valeur? Très rentable même, je dirais. Okay. Les collègues en face viennent de le dire. Il y a plusieurs produits qui peuvent être vendus et qui peuvent donner des moyens financiers aux paysans. Beaucoup. Je parle de Gari. Le Gari est principalement produit au Bénin. Mais c'est exporté en partie au Gabon, en Afrique centrale, au Niger, etc. Si vous produisez plus, vous allez exporter plus. Mais il faut que la qualité y soit aussi. Ce n'est pas produire pour produire. Il faut que la qualité du produit que vous exportez soit bonne. La qualité doit être bonne, pardon. La qualité doit être bonne. Voilà. Donc, plus vous cultivez, vous avez un bon choix de la variété, un bon sol, un bon rendement. La rentabilité, là, c'est lié. Hein? C'est lié. Nous cultivons sur 25 arts. Au maximum, dans un champ paysan, c'est 2 hectares au maximum. Mais il y a de plus en plus au Bénin des commerçants dans le secteur qui cultivent des grandes étendues. J'étais un ministre, il y a un ministre qui est venu chercher des boutures ici à la station, qui a cultivé des hectares et des hectares. Donc, certainement qu'il s'attend à un rendement élevé. Et quelles sont les perspectives à envisager pour que cette filière puisse apporter davantage au pays? Ulrich. Les perspectives sont nombreuses. Alors, on partira d'abord au niveau des dirigeants en charge du secteur agricole. Il faut une présence offensive aux côtés des agriculteurs pour les amener d'abord à accepter d'acheter les variétés améliorées pour utilisation. Ça, c'est le premier aspect. Second aspect, seconde perspective plutôt, il faudra aller je dirais, à une mécanisation du travail du sol, plutôt que ce soit les enfants et les femmes qui sont dans les champs pour... avec la roue? Oui, avec la roue pour faire le labour. Il faut que ce soit les machines, les tracteurs qui fassent ce travail-là pour permettre aux enfants d'aller à l'école, pour demain peut-être devenir ingénieur en mécanique
pour entretenir les unités, les machines qui seront utilisées dans les usines de transformation de manioc en farine panifiable. En dehors de ça, il faut une restructuration du secteur en définissant clairement les différentes chaînes de valeur qui puissent découler du secteur, et maintenant, par priorisation, faire un focus sur certaines chaînes de valeur et travailler pour que la qualité des produits qui sortiront de ces chaînes de valeur là soit de mise, afin que nous puissions les exporter convenablement vers un certain nombre de pays. Voilà ce que je peux dire. Et docteur Mwaka, en matière de perspective pour plus de rentabilité du manioc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en 2018, en juin 2018, il y avait une conférence internationale sur le manioc au Bénin, à Marina Hotel. Tout ce qui a amené cette conférence sur le manioc au Bénin, on pouvait l'amener au Nigeria, on pouvait l'amener au Ghana, on pouvait l'amener au Congo, ou en Afrique centrale. En Afrique centrale. Mais on l'a amené au Bénin parce que on souhaite que la politique s'implique. Un paysan ne peut pas construire une usine, mais le gouvernement peut construire une usine. C'est même son devoir. C'est même son devoir. C'est toi qui le dis, hein? Moi je n'ai pas dit ça. Hein? Oui. C'est un devoir de pouvoir accompagner les producteurs. D'accord. Un paysan ne peut pas s'engager dans l'exportation si le gouvernement n'est pas dedans. Donc il y a beaucoup Il faut créer les conditions. D'aspects, de conditions qui doivent favoriser les paysans à produire. On ne les favorise pas. Ils plantent et puis ça pourrit. Les paysans plantent et puis ça reste dans les champs. Ils n'arrivent pas à transformer. Il arrive à transformer, mais quelle quantité qu'il transforme? Au Brésil, c'est le cas qui a été cité au cours de la réunion internationale qui s'est tenue au Bénin. Au Brésil, c'est devenu une industrie du manioc. Il y a des usines modernes que le gouvernement a encouragées. Et les producteurs ont été encouragés à produire plus. Donc voilà les perspectives que je peux citer. Il y en a tant d'autres, comme l'a dit les collègues. Il y en a tant d'autres, mais c'est encourager les paysans à produire et impliquer le gouvernement. Merci. Et le temps qui nous est donné tout doucement à sa fin, quel serait votre mot pour cette émission? C'est un honneur pour moi d'avoir été sur le plateau avec le doyen Toko. Et alors, pour conclure, je dirais qu'il faut que le politique s'engage davantage avec des actions concrètes pour que le secteur agricole et particulièrement la filière manioc se porte mieux au Bénin. Docteur Mwaka, et conclusion. Je dirais en conclusion que le manioc, c'est une plante de maintenant, pas du passé, de maintenant et de demain. C'est une plante de maintenant et de demain. Donc, si nous voulons que nous ayons à manger dans 50 ans, dans 60 ans, c'est une culture que nous devons vraiment encourager, parce que son rendement est de loin meilleur et plus facile à obtenir par rapport à d'autres cultures. Et la politique, comme l'a dit les collègues,
la politique doit s'impliquer. On ne peut pas aller loin si c'est des paysans, des petits paysans qui vont continuer à utiliser la houe, qui vont continuer à utiliser les vieilles boutures, les petits paysans qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas acheter une bouture d'une variété améliorée, nous n'irons pas loin. Voilà une conclusion. Merci, Dr. Rwanda. Merci, Ulrich Lavignon, pour avoir accepté d'être sur cette émission avec moi. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme votre émission Le Débat Agricole, qui se donne pour mission d'éclairer l'opinion publique et les entrepreneurs agricoles sur toutes les innovations et politiques dans le domaine.